Chaque seconde, des milliards de gouttes de pluie sont suspendues dans l'air, se transformant en minuscules miroirs et lentilles. C'est dans cette danse, presque imperceptible, que se forme l'un des phénomènes optiques les plus étonnants de la planète, l'arc-en-ciel. Ce n'est pas une illusion lointaine dans le ciel, mais une symphonie complexe de physique et de lumière, unique pour chaque observateur. Pourquoi cette majestueuse courbure de couleurs n'apparaît que sous certaines conditions et comment la lumière solaire se déguise en violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge est une question aussi ancienne que l'humanité elle-même et sa réponse est une fenêtre sur la science la plus pure. Pour comprendre la formation d'un arc-en-ciel, nous devons d'abord comprendre la nature de la lumière. La lumière solaire, qui à première vue semble d'une couleur blanche uniforme, est en réalité un mélange de toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Imaginez un faisceau de lumière blanche voyageant dans l'espace. Dans ce faisceau coexistent le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet, chacun avec une longueur d'onde et une fréquence spécifique. Ce fut le grand scientifique Isaac Newton qui, au XVIIe siècle, démontra cela de manière concluante en utilisant un prisme de verre. En faisant passer un rayon de lumière solaire à travers un prisme, Newton observa comment la lumière se décomposait en ses couleurs constitutives, révélant sa véritable composition. Ce phénomène est connu sous le nom de dispersion de la lumière. La clé de la dispersion réside dans le fait que la vitesse de la lumière n'est pas constante dans tous les milieux. Bien que la lumière voyage à une vitesse constante dans le vide, lorsqu'elle pénètre dans un milieu plus dense, comme l'eau ou le verre, sa vitesse diminue. De plus, la vitesse de chaque couleur individuelle, c'est-à-dire de chaque longueur d'onde, diminue dans une proportion légèrement différente. Les longueurs d'onde plus courtes, comme le violet, ralentissent davantage et sont déviées avec une plus grande intensité que les longueurs d'onde plus longues, comme le rouge. Cette différence subtile dans la déviation est le principe fondamental derrière la séparation des couleurs que nous voyons dans un arc-en-ciel. La lumière ne change pas seulement de vitesse, mais aussi de direction, et ce changement est ce que nous appelons la réfraction. Maintenant, transposons ce concept aux protagonistes de notre phénomène, les gouttes de pluie. Ces petites sphères d'eau agissent comme des millions de minuscules prismes et miroirs flottant dans l'atmosphère. La forme sphérique de la goutte est absolument cruciale pour la formation d'un arc-en-ciel, car elle permet à la lumière d'entrer, de se réfracter, de se réfléchir intérieurement et de se réfracter à nouveau d'une manière très précise et ordonnée. Sans cette forme parfaite, la lumière se disperserait de manière chaotique et nous ne verrions pas cette bande de couleurs si définie et familière. La taille des gouttes de pluie influence également de manière significative l'apparence de l'arc-en-ciel. Des gouttes plus grandes, d'1 millimètre ou plus de diamètre, produisent des arcs-en-ciel plus brillants et avec des couleurs plus nettes. En contraste, des gouttes plus petites, comme celles que l'on trouve dans le brouillard ou la brume, donnent lieu à des arcs plus faibles, diffus et parfois presque blancs, connus sous le nom d'arc nébuleux ou d'arc de brouillard. Le processus spécifique qu'un rayon de lumière subit à l'intérieur d'une goutte d'eau est fascinant. Imaginez un rayon de lumière solaire incident sur l'une de ces gouttes sphériques. D'abord, le rayon de lumière entre dans la goutte. En passant de l'air à l'eau, qui est un milieu plus dense, la lumière se réfracte et, en même temps, se disperse. Cela signifie que la lumière blanche se divise en ses couleurs constitutives, et chaque couleur est déviée selon un angle légèrement différent. La couleur violette, avec sa longueur d'onde plus courte, est plus déviée que le rouge, qui a la longueur d'onde la plus longue. Cette première réfraction initie déjà la séparation des couleurs. Une fois à l'intérieur de la goutte, les rayons de lumière de couleurs séparées voyagent jusqu'à la paroi opposée. En atteignant la surface interne postérieure de la goutte, la majeure partie de la lumière ne sort pas, mais se réfléchit intérieurement, comme si la surface de la goutte était un miroir. Ce phénomène est appelé réflexion interne totale. Autrement dit, la lumière rebondit à l'intérieur de la goutte. Après cette réflexion, les rayons de lumière colorés reviennent vers la surface frontale de la goutte, par où ils sont entrés initialement. En atteignant cette surface, les rayons repassent de l'eau à l'air. Ici, une deuxième réfraction et une nouvelle dispersion se produisent, ce qui amplifie encore plus la séparation des couleurs. Cette double réfraction et une seule réflexion interne sont la clé de la formation de l'arc-en-ciel primaire, le plus commun et le plus brillant que nous observons. La géométrie de ce processus est fondamentale pour comprendre pourquoi nous voyons un arc et non seulement une tache de couleur. Lorsque la lumière se réfracte, se réfléchit et se réfracte à nouveau à l'intérieur des gouttes, chaque couleur émerge selon un angle spécifique par rapport aux rayons de lumière solaire incidents.
Pour l'arc-en-ciel primaire, l'angle le plus intense pour la couleur rouge est d'environ 42 degrés, tandis que pour le violet, il est d'environ 40 degrés. Toutes les autres couleurs tombent dans cette plage angulaire. Cela a été méticuleusement calculé et expliqué par le philosophe et mathématicien français René Descartes au XVIIe siècle, en utilisant des principes d'optique géométrique. Il a démontré que l'œil de l'observateur ne perçoit la lumière de l'arc-en-ciel que lorsque les rayons émergent des gouttes sous ces angles spécifiques par rapport à ces angles spécifiques. En raison de cette particularité angulaire, l'arc-en-ciel primaire montre toujours la couleur rouge sur sa partie extérieure, c'est-à-dire sur la courbure supérieure, et la couleur violette sur sa partie intérieure, la courbure inférieure. Cela est dû au fait que le rouge est moins dévié et apparaît donc sous un angle légèrement plus grand du point de vue de l'observateur. Chaque observateur voit la lumière provenant des gouttes qui se trouvent à l'angle précis de 40 à 42 degrés par rapport à une ligne imaginaire reliant le Soleil, l'observateur et le centre de l'arc-en-ciel. Pour cette raison, le centre de l'arc-en-ciel est toujours directement opposé au Soleil. Si le Soleil est bas dans le ciel, l'arc-en-ciel sera plus haut et plus visible. Si le Soleil est haut, l'arc-en-ciel sera plus bas, voire invisible. En fait, si le Soleil est à plus de 42 degrés au-dessus de l'horizon, il est impossible de voir un arc-en-ciel primaire depuis le niveau du sol. Au-delà de l'arc-en-ciel primaire, nous pouvons parfois observer un deuxième arc, plus faible et plus large, connu sous le nom d'arc-en-ciel secondaire. Ce phénomène se produit lorsque la lumière solaire subit deux réflexions internes à l'intérieur des gouttes de pluie au lieu d'une seule. Le processus commence de manière similaire. La lumière entre dans la goutte, se réfracte et se disperse. Cependant, une fois à l'intérieur, la lumière rebondit deux fois sur la surface interne de la goutte avant d'en ressortir. Chaque réflexion interne supplémentaire affaiblit l'intensité de la lumière, ce qui explique pourquoi l'arc-en-ciel secondaire est significativement moins lumineux que le primaire. En fait, si le Soleil est à plus de 42 degrés au-dessus de l'horizon, il est impossible de voir un arc-en-ciel primaire depuis le niveau du sol. Au-delà de l'arc-en-ciel primaire, nous pouvons parfois observer un deuxième arc, plus faible et plus large, connu sous le nom d'arc-en-ciel secondaire. Ce phénomène se produit lorsque la lumière solaire subit deux réflexions internes à l'intérieur des gouttes de pluie au lieu d'une seule. Le processus commence de manière similaire. La lumière entre dans la goutte, se réfracte et se disperse. Cependant, une fois à l'intérieur, la lumière rebondit deux fois sur la surface interne de la goutte avant d'en ressortir. Chaque réflexion interne supplémentaire affaiblit l'intensité de la lumière, ce qui explique pourquoi l'arc-en-ciel secondaire est significativement moins lumineux que le primaire. En raison de ces deux réflexions internes, l'ordre des couleurs dans l'arc-en-ciel secondaire est inversé par rapport au primaire. Ici, le violet se trouve à l'extérieur ou en haut de l'arc, tandis que le rouge est à l'intérieur ou en bas. L'angle sous lequel l'arc-en-ciel secondaire est observé est également différent, se situant approximativement entre 50 et 53 degrés par rapport aux rayons solaires. Cela signifie que l'arc-en-ciel secondaire apparaît toujours à l'extérieur et au-dessus de l'arc-en-ciel primaire, et que son centre est également directement opposé au Soleil. La région sombre que l'on observe souvent entre l'arc-en-ciel primaire et le secondaire est connue sous le nom de bande d'Alexandre. Cette zone apparaît plus sombre car aucune lumière réfractée et réfléchie n'atteint l'œil de l'observateur sous cet angle. C'est une nette délimitation entre les deux phénomènes. La science des arcs-en-ciel nous révèle également des phénomènes plus subtils et parfois même plus rares. Un exemple est celui des arcs surnuméraires, qui sont des bandes de couleur pâle, souvent verdâtres ou rosées, apparaissant juste à l'intérieur de l'arc-en-ciel primaire, très près de celui-ci. Ce ne sont pas de simples répétitions des couleurs principales, mais un motif d'interférence d'ondes lumineuses. Lorsque les rayons lumineux traversent les gouttes de pluie, ils peuvent suivre de multiples chemins légèrement différents. Et, en se recombinant, leurs ondes peuvent interférer entre elles de manière constructive ou destructive. Cela crée les motifs de luminosité et d'obscurité qui se manifestent sous forme de ces bandes supplémentaires. Les arcs surnuméraires sont plus visibles lorsque les gouttes de pluie sont de taille très uniforme et relativement petite, approximativement d'un dixième de millimètre à un demi-millimètre de diamètre. Leur apparition est une preuve tangible de la nature ondulatoire de la lumière. Une autre curiosité sont les arcs jumeaux ou arcs primaires doubles, un phénomène extrêmement rare et qui est souvent confondu avec l'arc-en-ciel secondaire. À la différence du secondaire, qui se forme par deux réflexions internes, un arc jumeau est constitué de deux arcs primaires parallèles mais légèrement séparés.
La cause la plus acceptée pour les arcs jumeaux est la présence simultanée de deux populations distinctes de gouttes de pluie dans l'atmosphère, chacune avec une taille différente et bien définie. Une population de gouttes crée un arc primaire et l'autre population, de taille différente, crée un second arc primaire très proche, ce qui donne l'impression d'un double arc. Une autre théorie suggère que certaines gouttes de pluie peuvent ne pas être parfaitement sphériques, en particulier les plus grandes, qui peuvent s'aplatir en raison de la résistance de l'air pendant leur chute. Cette déformation subtile de la goutte pourrait également générer deux arcs primaires légèrement décalés. Il est fondamental de se rappeler que la forme complète d'un arc-en-ciel est un cercle, voire un cercle complet. Cependant, depuis le niveau du sol, nous ne pouvons voir que la partie supérieure de ce cercle, car l'horizon bloque le reste. Pour observer un arc-en-ciel circulaire complet, il faudrait être en haute altitude, comme dans un avion ou au sommet d'une très haute montagne, et dans la bonne position avec le soleil derrière soi et les gouttes de pluie en dessous. Dans ces cas exceptionnels, la vue est vraiment étonnante, révélant la perfection géométrique de ce phénomène. La hauteur du soleil dans le ciel détermine à quel point l'arc apparaît haut ou bas. Un soleil bas produit un arc-en-ciel plus élevé, tandis qu'un soleil plus haut le fait descendre. Outre les arcs-en-ciel formés par des gouttes de pluie, il existe d'autres phénomènes optiques atmosphériques qui sont souvent confondus avec eux, mais qui ont des mécanismes de formation différents. Un exemple est celui des arcs de brouillard ou arcs nébuleux. Ceux-ci se forment de manière similaire aux arcs-en-ciel, mais les gouttelettes d'eau qui les composent sont extrêmement petites, généralement inférieures à 1/10 de millimètre. En raison de leur taille minuscule, la dispersion de la lumière est moins efficace et l'interférence des ondes lumineuses devient plus prononcée. Le résultat est un arc beaucoup plus large et diffusé, souvent de couleur blanche ou avec seulement de légères teintes de rouge et de bleu, manquant de la séparation vibrante des couleurs d'un arc-en-ciel de pluie. Ils sont couramment observés dans des conditions de brouillard, comme leur nom l'indique, ou dans des endroits avec beaucoup d'humidité en suspension. Un autre phénomène connexe est celui des arcs lunaires ou arcs-en-ciel nocturnes. Ce sont essentiellement des arcs-en-ciel communs, mais formés par la lumière de la Lune plutôt que par la lumière du Soleil. Étant donné que la lumière lunaire est significativement moins intense que la lumière solaire, les arcs lunaires sont beaucoup plus faibles et apparaissent généralement de couleur blanche ou grisâtre pour l'œil humain. Cela est dû au fait que la vision de notre œil dans des conditions de faible luminosité, la vision scotopique, est moins sensible aux couleurs. Bien que l'arc lunaire contienne toutes les couleurs du spectre, la lumière n'est pas suffisamment brillante pour activer les cônes de notre rétine, qui sont les cellules photoréceptrices responsables de la vision des couleurs. Par conséquent, nous ne percevons que les formes et les ombres dans des tons de gris. Cependant, avec un appareil photo à longue exposition, il est possible de capturer leurs couleurs réelles. Il est important de différencier les arcs-en-ciel des phénomènes de halo tels que les arcs circum-horizontaux et les arcs circum-zénithaux. Bien que ces derniers soient également des spectacles de lumière et de couleurs dans le ciel, leur formation n'implique pas de gouttelettes d'eau liquide, mais des cristaux de glace dans les nuages cirrus de la haute atmosphère. Les arcs circum-horizontaux, parfois appelés arc-en-ciel de feu en raison de leur apparence brillante et horizontale, nécessitent que le soleil soit très haut, à plus de 58 degrés au-dessus de l'horizon. La lumière solaire entre par la face supérieure des cristaux de glace hexagonaux plats et ressort par la face latérale en se réfractant et en se dispersant. Les arcs circum-zénithaux, quant à eux, sont des arcs de couleur très intense qui se forment directement au-dessus de la tête de l'observateur, comme un sourire de couleurs inversées, avec le rouge vers le bas. Ceux-ci se forment lorsque la lumière solaire entre par la partie inférieure des cristaux de glace et ressort par la partie supérieure. Les deux sont magnifiques, mais leur origine dans les cristaux de glace les distingue des véritables arcs-en-ciel. Une caractéristique fascinante et personnelle des arcs-en-ciel est que chaque arc-en-ciel que vous voyez est unique et exclusif à vous. Il n'y a pas deux personnes, même debout côte à côte, qui voient exactement le même arc-en-ciel. Ceci est dû au fait que la lumière qui forme l'arc-en-ciel dans vos yeux provient d'un ensemble spécifique de gouttes de pluie qui se trouvent dans la position angulaire correcte par rapport à votre œil et au soleil. Une personne située à quelques mètres de distance verra la lumière provenant d'un ensemble différent de gouttes de pluie. C'est un phénomène optique personnel, une projection de l'interaction de la lumière et de l'eau dans votre propre ligne de mire. Cette individualité en fait une expérience encore plus magique et personnelle.
La position du Soleil est cruciale pour l'apparition d'un arc-en-ciel. Vous verrez toujours l'arc-en-ciel avec le Soleil dans votre dos. C'est parce que la lumière du Soleil doit traverser les gouttes de pluie puis se refléter vers vos yeux. Par conséquent, si vous cherchez un arc-en-ciel, assurez-vous que le Soleil brille derrière vous et qu'il y ait de la pluie ou des gouttelettes d'eau dans l'air. Le moment idéal pour voir un arc-en-ciel est juste après une averse lorsque le soleil commence à percer et que des gouttes de pluie sont encore en suspension. Ou le matin et le soir lorsque le soleil est plus bas à l'horizon, ce qui permet à l'arc de s'élever davantage dans le ciel. D'autres détails curieux sur les arcs-en-ciel incluent la polarisation de leur lumière. La lumière de l'arc-en-ciel est partiellement polarisée, ce qui signifie que les ondes lumineuses vibrent majoritairement dans un plan spécifique. Ceci peut être démontré en regardant un arc-en-ciel à travers un filtre polarisant. En faisant pivoter le filtre, on observera comment la luminosité de l'arc-en-ciel change, allant même jusqu'à disparaître dans certaines orientations. Ce phénomène est utilisé dans diverses technologies telles que les verres polarisés des lunettes de soleil, qui réduisent l'éblouissement en bloquant la lumière polarisée réfléchie par les surfaces horizontales. L'idée de trouver le bout de l'arc-en-ciel et un trésor à la fin est une métaphore populaire dans de nombreuses cultures. Cependant, comme nous l'avons appris, un arc-en-ciel n'a pas de fin physique à un endroit précis. C'est un phénomène optique, personnel, qui se déplace avec vous lorsque vous bougez, car la géométrie entre le soleil, les gouttes de pluie et vos yeux change constamment. C'est une image dynamique qui se redéfinit à chaque pas que vous faites, rendant impossible d'atteindre un bout. La science nous montre que la véritable merveille ne réside pas dans un trésor caché, mais dans la beauté complexe et la précision de la physique qui le crée. La prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, pensez à l'incroyable danse de la lumière et de l'eau qui se déploie sous vos yeux. Rappelez-vous que la lumière blanche se disperse en ses couleurs composantes, se réfracte en entrant et en sortant des minuscules sphères d'eau et se réfléchit intérieurement, le tout dans une chorégraphie parfaite qui vous permet de voir ce spectacle de couleurs. Comprendre sa science n'enlève rien à sa magie, mais l'intensifie, révélant la complexité et l'ordre derrière la beauté naturelle la plus simple. Si ce voyage au cœur de la lumière et des gouttes de pluie a éveillé votre curiosité, je vous invite à continuer d'explorer les mystères de l'univers avec nous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne d'Explorando, de liker cette vidéo, de laisser vos commentaires et de la partager avec d'autres amoureux de la connaissance.